Chères étudiantes et chers étudiants de licence 1, je vous retrouve pour ce troisième des 12 cours consacrés à l'histoire du 19e siècle européen, un cours qui, comme le précédent, va être consacré aux relations internationales. Alors, dans le cours numéro 2, je vous ai emmené du Congrès de Vienne en 1815 jusqu'à la guerre franco-allemande de 1870, et nous allons voir dans ce cours-ci les suites de cette guerre à partir du traité de Francfort qui marque la victoire de l'Empire allemand jusque en fait au prodrome de la Grande Guerre jusqu'en 1913, jusqu'au traité de Bucarest qui marque la fin de ce que l'on appelle les guerres balkaniques. Alors 3 temps dans ce cours et une première vidéo pour évoquer le Grand 1, qui sera consacré en fait aux 20 années de domination de l'Empire allemand sous l'égide du chancelier Bismarck, avec une idée derrière la tête, si vous voulez, de ce chancelier, c'est d'éviter que la France ne prenne sa revanche. Il a cela en tête. Bismarck, c'est un Européen avant tout, et il raisonne justement en termes de logiques européennes. Donc de 1871 jusqu'en 1890, c'est un petit peu ce qui va structurer, je dirais, la géopolitique européenne, les relations internationales en Europe. En mars 1890, Bismarck va être contraint de démissionner en raison d'un désaccord avec le nouvel empereur Guillaume II, qui lui veut se lancer dans une politique mondiale. Et nous verrons justement cette réorientation et comment la France va parvenir, à la faveur de cette réorientation, à vaincre, à surpasser son isolement. Enfin, dans un troisième temps, je vous montrerai comment deux systèmes antagonistes se mettent en place, deux systèmes que vous connaissez, que vous avez normalement abordés en détail dans l'enseignement secondaire, à savoir d'un côté la triplice, la triple alliance que l'on aura vu naître dans la partie antérieure, mais de l'autre la triple entente autour de la France. Et nous verrons comment ces deux systèmes vont s'affronter d'abord par le biais de conflits périphériques, mais il est clair que dès cette époque-là, sans faire une histoire téléologique bien évidemment, dès cette époque-là, on le sait, les Européens s'imaginent qu'une guerre européenne, voire mondiale, est possible. Alors commençons sans plus tarder par la première partie. Je vous montre le plan général ici. Vous le voyez, donc colonne de gauche, vous vous souvenez, c'est en fait le plan détaillé, et colonne de droite, vous avez des noms propres, vous avez des dates, vous avez des traités qui figurent. Alors la première partie va être consacrée donc à la prépondérance allemande de 1871 à 1890, et tout d'abord une première sous-partie pour évoquer la victoire sur la France. Nous avons vu dans le cours précédent, à la fin du cours précédent, que dans la guerre que la France a déclarée à la Prusse en juillet 1870, très rapidement toute l'Allemagne s'est rangée derrière la Prusse et que les armées françaises ont accumulé les défaites. La capitulation de Sedan, vous vous en souvenez, a entraîné la chute du Second Empire le 4 septembre 1870 et son remplacement par la Troisième République. Mais les républicains de gouvernement, les républicains du gouvernement de la défense nationale, qui ont décidé de poursuivre la lutte, ne sont pas plus heureux en fait que les impérialistes, que les armées du Second Empire, que les armées de Napoléon III. Après avoir quitté Paris en ballon, c'est un épisode célèbre qui donnera lieu à des images d'Épinal, Gambetta, qui est à la fois ministre de l'Intérieur mais également ministre de la Guerre et qui est surnommé par ses détracteurs le dictateur Gambetta, va organiser la résistance depuis la ville de Tours, car Paris est encerclé par les Allemands. Il va parvenir à lever et à équiper des armées pour un total de 600 000 hommes, ce qui est tout à fait considérable. Cependant, le maréchal Bazaine, qui était enfermé dans Metz depuis la mi-août, avec une armée de plus de 170 000 hommes, va capituler à la fin du mois d'octobre, et les armées de Gambetta, de leur côté, ne parviendront pas
à débloquer en fait la capitale, les défenseurs de la ville, de leur côté, ne parvenant pas à sortir de cette capitale. Ils ont fait une vingtaine de tentatives au total, depuis octobre jusqu'à décembre et même en janvier 1871, et ils ne parviendront pas à sortir de la ville. Et de ce fait, si vous ajoutez tous ces faits bout à bout, eh bien, les républicains de gouvernement seront finalement contraints de conclure un armistice avec les Allemands le 28 janvier 1871, puis d'accepter la paix de Francfort, dont je vais vous reparler, la paix du 10 mai 1871. Alors les conséquences de cette guerre et de la défaite de la France sont tout à fait capitales. Pourquoi? Eh bien tout d'abord parce que la Prusse, qui est naturellement la grande bénéficiaire de sa victoire, puisqu'elle a fourni le plus gros de l'effort de guerre, que c'est elle qui a fédéré autour de son roi et de ses armées les autres États allemands, et que par ailleurs, eh bien, c'est la principale puissance de l'Allemagne, qui dirigeait déjà la confédération, vous vous en souvenez, de l'Allemagne du Nord, va réaliser en fait l'unité allemande autour de son royaume. Le 18 janvier 1871, 170e anniversaire du couronnement du premier roi de Prusse, et ça n'est bien évidemment pas un hasard que cette date ait été choisie, comme il n'est pas un hasard que la scène, en fait, se passe dans la galerie des glaces du château de Versailles, un château de Versailles construit par Louis XIV, un roi qui avait mis à sac le Palatinat rhénan, et c'est une forme de vengeance, bien évidemment, voulue par le chancelier Bismarck. Au cours de cette cérémonie qui réunit un très grand nombre, pas tous, mais un très grand nombre de souverains allemands, ceux-ci vont acclamer leur père PAIR, jusque-là le roi de Prusse, comme leur supérieur, puisqu'il devient Guillaume Ier, empereur des Allemands. Quelques semaines plus tard, ce sont les négociations du traité de paix, et qui va aboutir, je vous le disais tout à l'heure, à ce fameux traité de Francfort du 10 mai 1871, qui va en fait rattacher au nouvel État, l'Empire allemand, deux provinces arrachées à la France, l'Alsace et une grande partie de la Lorraine, principalement autour du département de la Moselle. En fait, détaché de la Lorraine, la région de Nancy, d'une part, le département de la Meurthe, mais également la ville de Belfort et les villages qui l'environnent, car Belfort accomplit un siège absolument héroïque pendant la guerre de 1870, et elle restera attachée donc à la France. Alors l'Allemagne va aussi obliger la France à lui verser une indemnité de guerre phénoménale, telle qu'aucun peuple n'en avait exigé à l'égard d'un autre au cours de l'histoire, 5 milliards de francs or, pensant qu'ainsi les Français auront du mal à se relever et que l'occupation par l'armée allemande du territoire français pourra s'éterniser, car pendant tout ce laps de temps, eh bien, l'entretien de l'armée d'occupation allemande sera à la charge excusez-moi, des Français, du peuple français. Donc vous voyez, occupation du territoire, indemnité de guerre extrêmement lourde et annexion de ce que l'on appelle le Reichsland, propriété de tous les Allemands, c'est-à-dire l'Alsace et la Moselle. C'était des régions extrêmement riches, des régions très industrielles, et donc cela va amputer les capacités industrielles de la France. Le Deuxième Reich, eh bien, est une menace à l'époque pour la France, une France qui va avoir très vite la volonté de faire sa revanche. Elle est saignée à blanc, la France, elle est amputée, je vous l'ai dit, elle est occupée, elle est humiliée, comme en 1815, et de ce fait, elle est irréconciliable. Elle va néanmoins réussir, grâce à la richesse accumulée sous le Second Empire, à payer très rapidement son indemnité de guerre et à libérer son territoire dès 1873 et à manifester cette volonté de revanche, entre autres, par l'adoption d'une loi qui date de juillet 1872 et qui va instaurer un service militaire obligatoire de 5 ans. Malgré des handicaps
comme son déclin démographique, elle va ainsi pouvoir se doter d'une armée égale en nombre à l'armée allemande, ce qu'elle n'avait pas pu faire sous le Second Empire. Donc, vous voyez qu'il y a un certain nombre de signes qui justifient les craintes du chancelier Bismarck, qui est très lucide et qui explique pourquoi il va vouloir dès lors isoler diplomatiquement la France. Et c'est le but central, et j'insiste lourdement sur ce point, de toute la politique bismarckienne pendant les 20 ans qui suivent. Alors je vais maintenant, dans un deuxième temps, je vous remontre le plan, vous évoquez ce que les historiens ont appelé, par je dirais, un terme un petit peu abusif, c'est vrai, mais ont appelé, c'est très caractéristique, les systèmes bismarckiens. Hein. Il s'agit de systèmes, vous allez le voir, assez complexes, qu'il va élaborer justement pour isoler la France, des combinaisons assez empiriques, mais assez bien rodées. Alors il va d'abord, Bismarck, soutenir la politique du chef du pouvoir exécutif français, Adolphe Thiers, qui s'était opposé, en fait, lui, il était dans l'opposition à Napoléon III, à la guerre en juillet 1870, et qui semble vouloir mener une politique conservatrice et pacifique. Et parallèlement, nous sommes en septembre 1872, il va, Bismarck, organiser une rencontre qu'on va appeler la rencontre des trois empereurs, l'alliance des trois empereurs, entre son empereur, l'empereur allemand Guillaume Ier, l'empereur d'Autriche-Hongrie, François-Joseph, dont vous vous souvenez qu'il est sur le trône depuis décembre 1848 à Vienne, et puis le tsar Alexandre II. Mais assez rapidement, la rivalité entre ces deux alliés, que sont l'Autriche-Hongrie et la Russie, qui entendent en fait tous deux profiter pour elles-mêmes de l'affaiblissement de l'Empire ottoman, vous vous souvenez, l'homme malade de l'Europe, et de manière à ce que Russes d'une part et Austro-Hongrois de l'autre s'agrandissent dans les Balkans, eh bien, ne permettent pas de faire autre chose qu'une alliance défensive entre ces trois puissances que sont l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et la Russie, et encore une alliance, je dirais, un petit peu boiteuse. L'association de l'Italie à cette alliance en 1874 permet de l'élargir, mais en même temps la rend encore plus instable. En revanche, l'abstention britannique, qui se retranche dans une forme de splendide isolement, est un atout, bien évidemment, pour Bismarck. Il ne peut pas obtenir plus des Britanniques, car les Britanniques sont attachés à une forme d'équilibre européen, et il voit bien que la France était le danger avant 1870 pour rompre cet équilibre, mais que désormais c'est l'Empire allemand qui le devient, donc les Britanniques sont prudents. Alors ce premier système bismarckien est aussitôt mis à rude épreuve, d'abord à cause de la France et de la politique qu'elle va mener à partir de l'arrivée au pouvoir de MacMahon, qui succède au printemps 1873 à Adolphe Thiers. Bismarck va même craindre une restauration monarchique qui donnerait à la France un régime plus solide, pense-t-il, que la République, et plus capable de nouer de ce fait des alliances diplomatiques. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, on le verra dans le cours d'histoire politique, la plupart des États européens sont des monarchies. La République française fait peur, et de ce point de vue, Bismarck est assez content qu'il y ait désormais une république en France. Mais par contre, une monarchie traditionnelle, conservatrice, comme on peut l'imaginer, rassurerait les cours européennes et en attirerait peut-être un certain nombre du côté d'une alliance avec la France. Alors de ce fait, eh bien, méfiance très très grande de la part de Bismarck, d'autant plus qu'une loi de 1875, après la loi de 1872 sur le service militaire, va réorganiser les cadres de l'armée et va consolider ce qui avait été créé quelques mois plus tôt, l'école de guerre, l'école supérieure de guerre. Donc une grande inquiétude de la part de Bismarck, qui va organiser une campagne de presse pour populariser l'idée d'une guerre préventive, mais le tsar annonce qu'il désapprouve cette initiative et le chancelier est contraint de reculer. Donc vous voyez, une forme de pragmatisme chez Bismarck. Il ne faut pas réécrire l'histoire en faisant un homme qui avait dans la tête des systèmes élaborés d'emblée
démanteler, il va les recomposer en fonction eh bien, des aléas, on va dire, événementiels. Justement, un grand aléa, la crise balkanique, qui va affaiblir encore un peu plus l'entente des trois empereurs, puisque la Bosnie, l'Herzégovine, la Bulgarie vont se soulever en 1875-1876 contre les Turcs. Le sultan va organiser une terrible répression que l'opinion publique internationale va grossir et elle va s'émouvoir, cette opinion, en particulier la presse britannique, en particulier Gladstone, le ministre de la reine Victoria. Eh bien, on va beaucoup s'émouvoir autour de tout cela. Et les Russes vont en profiter, ils vont décider de voler au secours de leurs frères slaves brimés, massacrés pour certains d'entre eux par les Turcs. Et ils obtiennent la neutralité de l'Autriche-Hongrie en lui promettant la Bosnie et l'Herzégovine, et ils vont déclarer la guerre à l'Empire turc en avril 1877, mais un petit peu contre toute attente. Ils vont être très rapidement victorieux, et le traité de San Stefano de mars 1878 eh bien, est un immense succès pour le tsar et une nouvelle étape du démembrement de l'Empire ottoman. Alors, l'Autriche-Hongrie va recevoir l'administration provisoire, comme les Russes y étaient engagés, de la Bosnie-Herzégovine pris au sultan. Le sultan ne reste plus que suzerain de ces provinces qu'administre désormais l'Autriche-Hongrie. Mais la Russie est la grande bénéficiaire car elle annexe une partie de l'Asie mineure, obtient la création d'une grande Bulgarie sous un prince qu'elle choisira, et cette grande Bulgarie sera en fait sa cliente. Et Londres et Vienne, à ce moment-là, jugent de tels avantages absolument exorbitants, et ils vont contraindre en fait les Russes à accepter une conférence internationale qui va se tenir, comme par hasard, hein, vous vous souvenez, dans le pays dominant du moment. 1815, c'était l'Autriche, c'était Vienne. 1856, c'était Paris, la France, l'Empire, le Second Empire. Et bien là, 1878, été 1878, ça sera le congrès de Berlin, sous la présidence de Bismarck, qui souligne ainsi l'importance qu'il occupe sur la scène internationale. Et la Russie va conserver ses annexions en Asie mineure, mais va devoir renoncer, c'est une forme d'humiliation, à la création de cette grande Bulgarie, pendant que l'Autriche-Hongrie, elle, se voit confirmer eh bien, l'administration de la Bosnie-Herzégovine. Moyennant quoi, Bismarck réussit à sauver son système, mais au prix d'un replâtrage, et la rivalité austro-russe, bien loin d'être éteinte, en sort renforcée, puisque le tsar se sent humilié, et il en circonstance aggravante, il en rend responsable le chancelier allemand. Alors, Bismarck, de ce fait, eh bien, va décider de renforcer les liens avec Vienne, parce qu'il juge aussi l'Autriche-Hongrie beaucoup plus sûre et plus proche par sa culture, sa géographie, de l'Allemagne que la Russie. Et il va mettre en place ce que l'on a appelé, ce que les historiens ont appelé, le second système, en fait, bismarckien. Le 7 octobre 1879, un traité secret est conclu entre l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, le traité de la Duplice, comme on va l'appeler. Il s'agit d'une alliance militaire entre les deux États pour le cas où l'une des deux puissances serait attaquée par la Russie ou par l'un de ses alliés. Donc vous voyez, en plus, c'est dirigé contre l'allié d'hier, c'est-à-dire contre la Russie, dont les Austro-Hongrois ont très très peur. Ils ont plus peur, les Austro-Hongrois, de la Russie que de la France, ce qui n'est pas le cas des Allemands. Et ce traité de la Duplice garantit la neutralité du partenaire dans le cas d'une attaque par un autre pays, sous-entendu la France. Alors cependant, et c'est là où c'est très intéressant, Bismarck va obtenir également du nouveau tsar Alexandre III, qui vient de monter sur le trône à Saint-Pétersbourg, la signature parallèle d'un nouveau traité des trois empereurs, qui est moins engageant, mais qui montre qu'il a deux fers au feu. Et puis, l'année suivante, eh bien 1880, l'Italie, qui à l'époque est en froid avec la France, à propos de la Tunisie, va renoncer à ses revendications sur les terres irrédentes, le Trentin et Trieste, qui étaient encore possédés par l'Autriche, pour adhérer à son tour au système.
Et on passe de la duplice à la triplice, c'est-à-dire à la triple alliance que vous connaissez entre Berlin, Vienne et Rome, qui va être conclue le 20 mai 1882. Si l'Italie, dit ce traité, est attaquée par la France, il est prévu que l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie lui prêtent assistance. En contrepartie, l'Italie assistera l'Allemagne si celle-ci entre en guerre avec la France et l'Autriche-Hongrie si cette dernière est agressée à la fois par la Russie et par la France. Alors, troisième temps de cette première grande partie, je vous remontre ici le plan de l'apogée de ce second système bismarckien à la chute du chancelier Bismarck. Bismarck, vous voyez, a réussi le tour de force de faire s'entendre des pays qui, à la base, ne s'aiment pas, comme la Russie et l'Autriche-Hongrie, d'une part, ou bien encore l'Italie et l'Autriche-Hongrie, d'autre part. Par ailleurs, Berlin et Londres sont plutôt en de bons termes, alors qu'au contraire, pour des raisons coloniales que nous aborderons dans un prochain cours, les intérêts français et britanniques se heurtent violemment en Afrique et tout particulièrement à ce moment-là en Égypte. Par ailleurs, l'Allemagne a signé une alliance avec la Roumanie, le souverain roumain est lui-même un Hohenzollern, ce qui facilite les choses. Il appartient à la même famille, même si c'est une branche lointaine, que l'empereur allemand, que le roi de Prusse. Et l'Allemagne entretient des relations cordiales avec l'Espagne, avec l'Empire ottoman, avec la Serbie. Jamais, jamais, la France n'est apparue aussi isolée sur la scène internationale qu'en cette année 1882, au cours de laquelle Bismarck va écrire, et c'est très significatif, « Ma machine est si bien montée qu'elle marche toute seule ». Ma machine est si bien montée qu'elle marche toute seule. Vous voyez, c'est quand même très significatif. Alors avec le renouvellement du traité des trois empereurs en 1884, avec le renouvellement de la Triple Alliance en 1887, à laquelle sont même partiellement associés à ce moment-là l'Angleterre et l'Espagne pour contenir les ambitions françaises en Méditerranée, ce second système atteint une forme d'apogée. La France semble cette fois-ci totalement encerclée. Après une brève accalmie des relations entre l'Allemagne et la France, ces relations se tendent de nouveau à ce moment-là, au milieu des années 1880. En avril 1887, c'est l'affaire Schnabelé qui amène les deux pays au bord de la guerre. Alors, qu'est-ce que cette affaire Schnabelé? Schnabelé, c'est le commissaire de police de l'une des bourgades proches de la frontière en Lorraine, mais il est aussi, il faut le savoir, un agent de renseignement français. Et Bismarck va le faire arrêter, mais où c'est très gênant, c'est qu'il le fait arrêter de l'autre côté de la frontière, en territoire français, par des policiers allemands. Du coup, cela suscite en France une profonde émotion, et le ministre de la Guerre, le général Boulanger, envisage à ce moment-là une mobilisation partielle. Et c'est le sang-froid du président français, le président Jules Grévy, et la décision prise par Bismarck pour faire retomber la pression de libérer en fait Schnabelé, qui vont écarter provisoirement le danger d'une guerre. Mais la fièvre nationaliste ne retombe pas. Et le boulangisme, alors, c'est-à-dire, on va dire, ce que fédère, le courant que fédère Boulanger, général Boulanger, ministre de la Guerre autour de lui, va prendre son plein essor. En Allemagne, la menace d'un coup d'État de Boulanger, que les Français commencent à surnommer le général Revanche, l'homme qui fait peindre les guérites qui surveillent les bâtiments publics en bleu, blanc, rouge, qui n'a qu'un mot pour encenser le soldat français, et qui parle d'ailleurs lui-même de revanche, de récupérer l'Alsace-Moselle sur l'Alsace-Lorraine sur les Allemands, eh bien ce danger est pris très au sérieux par Bismarck. Alors le problème est d'autant plus grave que Bismarck craint un rapprochement franco-russe. La Russie a en effet pris ombrage de l'influence croissante de l'Autriche-Hongrie dans les Balkans. Bismarck obtient pourtant, chose encore une fois incroyable, de la Russie la signature d'un traité secret de réassurance avec l'Allemagne en 1887. Ce texte assure à Berlin la neutralité de Saint-Pétersbourg en cas de guerre défensive contre la France. En échange, l'Allemagne promet son appui à la Russie
dans la question balkanique et dans celle des détroits. Cependant, ce traité ne manquera pas, s'il est divulgué, de susciter, Bismarck le sait, la colère des Britanniques attachés au statu quo en Méditerranée et ne manquera pas également de susciter la colère des Austro-Hongrois qui se sentiront bien évidemment totalement floués, hein, puisque parallèlement vous avez la triple alliance. Le texte est en complète contradiction avec la triplice et avec la duplice. Et je conclus ce grand 1 en vous disant que le nouvel empereur allemand, qui succède à son père qui a peu régné car il est mort d'un cancer, et qui est le petit-fils de Guillaume Ier, à savoir Guillaume II, nous sommes en juin 1888, eh bien, est décidé, il est jeune, il est dynamique, il voit loin, à changer radicalement de politique, à donner à l'Allemagne une nouvelle orientation plus conforme, dit-il, à la vocation allemande de grande puissance économique et militaire qu'elle est devenue. Et il va contraindre Bismarck à démissionner. Nous sommes le 18 mars 1890. Bismarck s'imagine qu'il reviendra bien vite au pouvoir, qu'il est indispensable, et que Guillaume II le rappellera, ça n'est qu'une affaire de mois. Il se trompe lourdement. Dès lors, son système va s'effondrer et c'est une autre Allemagne qui va voir le jour et on va le voir, une autre configuration des relations internationales.